Et je vais maintenant vous présenter nos invités, tous candidats donc aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Bienvenue à tous, bonjour. Premier tour de table par ordre alphabétique, rapide. Je vais commencer à ma gauche, Bertrand Barraud, candidat pour les Républicains. Quelques mots pour vous présenter, pour présenter surtout votre attachement à cette circonscription. Bonjour, je suis né à Brassac, j'ai grandi dans le bassin minier. Après des études à Issoire, Clermont-Ferrand et Lyon, je suis revenu au pays m'installer comme vétérinaire à Issoire et je suis maire de cette sous-préfecture depuis 2014. En étant maire de cette sous-préfecture, je côtoie, vous l'avez montré dans votre reportage, les plus grandes entreprises françaises, Constellium, Aubert et Duval. Je travaille avec les administrations départementales, régionales et nationales. Cette expérience, ce dynamisme, je souhaite désormais le mettre à profit pour l'ensemble de la circonscription. Et pour terminer, je dirais que j'ai 51 ans aujourd'hui. Bien, et bon anniversaire. Merci. Allez, à vos côtés, Michel Fanger, vous avez décroché, vous, l'étiquette En Marche. On vous attendait plutôt sur la première circonscription où vous aviez déjà été élu député. Quel est votre attachement, vous aussi, à cette 4e circonscription? Est-ce qu'elle vous est étrangère ou pas? Pas du tout. Elle ne m'est pas du tout étrangère. La première raison, c'est d'abord que j'y travaille depuis l'âge de 20 ans. Je suis médecin, cardiologue au centre hospitalier universitaire. J'ai fait toutes mes études. Et puis, je constate que dans mes consultations quotidiennes, que ce soit à l'hôpital ou à Jean Perrin, je vois énormément de patients qui viennent de cette circonscription, Issoire et même au sud d'Issoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez que j'ai eu, avant d'avoir des fonctions publiques, un engagement associatif très fort. Et nous avions créé, sur Clermont-Ferrand, un portage de repas à domicile pour le maintien à domicile des personnes âgées. Il se trouve qu'à l'époque, nous étions les seuls et nous avons livré beaucoup de repas sur cette circonscription. J'ai le souvenir d'en avoir livré à Issoire, par exemple, voire même au-delà, puisqu'à l'époque, je participais parce qu'il fallait tous y mettre la main. Par conséquent, je ne me sens pas du tout étranger, bien sûr, sur la partie clermontoise. Et puis, c'est une élection nationale, il faut le rappeler, ce n'est pas une élection locale. Par conséquent, je crois que les préoccupations de cette circonscription et de leurs habitantes et leurs habitants sont peut-être spécifiques dans certains domaines, mais qu'elles rejoignent quand même les préoccupations générales du département et de l'ensemble des Français. On poursuit. Sylvie Maisonnet, bonjour. Candidate pour le Parti Socialiste. La 4e circonscription, quel lien entretenez-vous avec elle? Eh ben d'abord, j'ai été la suppléante d'Alain Néry avant le redécoupage. Je suis l'actuelle suppléante de Jean-Paul Baquet que j'ai accompagné fréquemment sur cette circonscription. Jean-Paul Baquet, député actuel de député cette actuel, effectivement. Je suis d'origine de Vic-le-Comte, mais j'habite à Clermont. Donc c'est une circonscription auquel je suis très attachée, que ça soit sur la partie urbaine ou rurale. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et quand on se présente pour une élection comme celle-là, on doit représenter tout ce territoire et cette richesse de ce territoire. Et d'ailleurs, en tant que conseillère départementale, en siégeant au département, on travaille pour tous les territoires et pas forcément pour le secteur qu'on représente. Donc voilà, c'est un attachement que j'ai de longue date, de par mes origines familiales et de par l'engagement que j'ai eu aux côtés d'Alain Néry et bien sûr de l'actuel député Jean-Paul Baquet. Merci. 4e participante à ce débat, Catherine Mollet pour la France Insoumise. Pareil, un mot sur votre attachement à ce territoire? Alors, j'aime ce territoire. Alors, donc, je m'appelle Catherine Mollet, d'abord. Je suis la candidate de la France Insoumise. Si je suis attachée à l'Auvergne, c'est parce que j'y vis, parce que j'y travaille, parce que j'ai pu me rendre compte de la souffrance des gens au travail, de tout ce qui pouvait être les préoccupations de nos citoyens au quotidien et des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer sur le territoire. Les habitants vous font remonter Oui, parce que je suis militante syndicaliste et je rencontre aux permanences à Issoire, entre autres, de nombreuses personnes qui viennent nous faire part de leurs difficultés. On poursuit avec la candidate du Front National, Sylvia Povarounas. Bonjour. Bonjour. Comment vous appréhendez-vous cette circonscription? Alors moi, je suis auvergnate d'adoption, en fait. Je suis polonaise d'origine et ça, c'était un choix de s'installer quelque part en France. Et Auvergne, c'était le pays qu'on a choisi. Alors, un coup, j'ai un attachement, en disant, émotionnel. C'était pas un hasard. On a choisi de vivre ici en Auvergne. Pourquoi? Déjà, j'ai entendu les différentes choses sur Auvergnat. Les gens disaient qu'ils sont un peu durs à
apprivoisé, alors peut-être c'était un jour de défi. Et on avait des amis ici, un bon ami. Alors un coup, Auvergnat n'était pas si difficile que ça finalement. Hervé Prononce, à vos côtés, les Auvergnats ne sont pas difficiles. Votre attachement, vous, sur cette circonscription, vous êtes candidat pour l'UDI. Moi, je suis 100% auvergnat et je constate que je suis le seul à être venu aussi avec ma suppléante, Jocelyne Bouquet, qui est conseillère départementale du canton d'Issoire et première adjointe au Broc, qui représente le sud de la circonscription. Et moi, donc, je suis maire de la commune du Centre depuis 22 ans, 1995 déjà, au cœur de cette circonscription, entre le secteur urbain, le plateau Saint-Jacques, et puis périurbain, dont le Centre fait partie, avec les secteurs, bien sûr, d'Orsay, La Roche-Blanche, et puis après, la 75 qui structure cette circonscription jusqu'au bassin minier. Donc oui, j'aime cette circonscription, je suis auvergnat, et je suis très heureux de la représenter dans le futur si nous sommes élus avec Jocelyne Bouquet. Bien, merci pour ces premiers éléments. On va entrer tout de suite dans l'arène des débats. Premier débat autour de cette question. Quelles mesures pour l'emploi? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Mais d'abord, écoutez ces paroles de citoyens, d'habitants de cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme. Ce que je voudrais en termes d'emploi, c'est qu'ils nous soutiennent, avec notamment quelques baisses de charges et une vraie formation réelle au niveau des jeunes, de manière à avoir par la suite des gens qu'on puisse employer avec une réelle capacité à développer ce qu'on a chez nous. En termes d'emploi, je pense qu'il faudrait redynamiser le centre-ville et il faudrait que les employeurs de petits commerces aient moins de charges pour pouvoir avoir un peu plus de personnel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui trouvent de l'emploi directement chez eux en fait. Ils sont toujours obligés d'aller aux alentours. Il faut soutenir les créations d'emplois. Nous, on a des entreprises qui marchent bien à Issoire. Et il faut pouvoir embaucher les gens aussi. Ça marche toujours en intérim. Ça serait vraiment peut-être aujourd'hui vraiment des entreprises un petit peu plus dans le monde artisanal, donc on va dire industriel, je sais pas, dans la métallurgie, etc. Pour apporter un petit peu plus de vente, faire venir beaucoup plus de personnes sur Issoire, parce qu'aujourd'hui on a vraiment une offre qui est assez intéressante, quoi. Voilà, on vient donc d'entendre un certain nombre de pistes de réflexion, peut-être même des pistes pour de futurs projets de loi. Pourquoi pas, vous, députés, quelles mesures défendrez-vous pour l'emploi? Que faire? Comment faire pour que la France redevienne une terre d'emploi? Michel Forget. Oui, je veux bien commencer. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet majeur. Des 6 chantiers qui sont ouverts par le président de la République. Le premier étant, vous le savez, l'éducation. Alors, on vient d'écouter 2 ou 3 personnes qui parlaient justement de leurs préoccupations en matière d'emploi. Je constate que ça correspond tout à fait à leur attente en matière de baisse des charges. Je ne veux pas faire une déclinaison à la Prévert, mais enfin, il est clair que c'est parfaitement inscrit, à la fois au niveau des salariés, mais également des entreprises. On a parlé de formation. On a entendu les gens parler effectivement de cette nécessité de former les jeunes et de ceux qui sont en activité, car c'est important pour eux aussi. Et on sait que dans le programme de notre président de la République, c'est une mesure tout à fait importante. Mais c'est-à-dire concrètement, sur la formation, quel type de loi on peut imaginer pour porter la formation professionnelle? Écoutez, je crois que d'abord il faut dégager des financements. Et si on veut former, il faut absolument que ça soit priorisé dans le système. Et en l'occurrence, les éléments chiffrés seront donnés au moment, bien sûr, où les ministres concernés, puisque maintenant le gouvernement est en place, pour décliner toutes ces propositions. Donc concrètement, ça signifie mettre en place un système qui permette d'abord de former de plus en plus de jeunes, et ça, bien sûr, c'est une volonté politique, mais aussi il faut de l'argent pour former, et de ce point de vue-là, les crédits nécessaires seront dégagés. Même chose pour les salariés. Cette formation permanente est aujourd'hui indispensable dans un monde qui évolue quotidiennement et qui fait que les métiers d'hier ne sont plus les métiers d'aujourd'hui et sans doute pas les métiers de demain. Sylvie Maisonnet, l'évolution des métiers, la formation, l'accompagnement à la formation, quelle est votre position sur ce point? Moi, je pense que de toute façon, il faut tenir compte absolument de la formation tout au long de la vie, et puis je dirais que on a un constat à faire. Il y a une vingtaine d'années, les gens avaient un parcours professionnel, ils faisaient 1 voire 2 emplois. Maintenant, ils seront confrontés à changer plusieurs emplois, sans oublier les gens qui vont en rechercher aussi, parce que c'est pas simple. Et pour moi, l'enjeu, il y a 3 étapes. C'est déjà à l'école.
former les citoyens à être capables de s'adapter. Puis après, faire de la formation tout au long de la vie, puisque c'est nécessaire. On est dans une société en perpétuelle évolution. Nous allons avoir plein de nouveaux métiers liés au numérique, liés à l'aide à la personne, liés aux nouvelles technologies, les industries qui doivent aussi se moderniser et pour garder les emplois sur les territoires. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et je crois que le rôle de l'État et le rôle des parlementaires, c'est de faciliter cette accessibilité à ce parcours tout au long de la vie et accompagner aussi vers des nouveaux métiers des jeunes qui parfois savent pas vers quelle orientation aller et la formation est un préalable et je rejoins ce que disait Monsieur Fanger, l'éducation doit être le premier budget puisqu'quand on parle d'éducation, on parle de formation tout au long de la vie et c'est un préalable qu'on doit avoir aujourd'hui. Hervé Prononce, peut-être sur l'idée de la flexibilité qu'on a commencé à évoquer. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller plus loin que la loi El Khomri, par exemple? Et moi, si je suis élu, je l'ai dit aussi, je me situerai dans la majorité présidentielle. J'ai une sensibilité donc de centre droit et je pense que cette circonscription aujourd'hui, après le départ de Jean-Paul Baquet, moi je vous dis très simplement, si Jean-Paul Baquet avait été candidat, je ne l'aurais pas été parce que ça fait 20 ans que je suis élu, 22 ans exactement. Jean-Paul Baquet est un personnage sur cette circonscription et j'aimerais à l'avenir travailler un peu comme il l'a fait, c'est-à-dire auprès des habitants, auprès des entreprises. Le premier point, c'est de dire que si je suis élu, effectivement, il faudra faire en sorte de réformer le Code du travail aujourd'hui pour le rendre plus flexible. En second lieu, il faudra aussi, il y a une mesure qui est très intéressante dans le programme de la majorité présidentielle, axer aussi des aides sur les quartiers sensibles et en particulier sur le quartier de Saint-Jacques. Si effectivement il y a une entreprise qui embauche en CDI une personne sur le quartier Saint-Jacques, eh bien elle bénéficiera donc d'aides substantielles de 15 000 € sur 3 ans. Et puis surtout, il faut aussi aider les entreprises et ne pas faire peur à celles et ceux qui veulent justement créer leur entreprise avec le droit à l'erreur, parce que moi je le vois au quotidien en tant que maire, certaines jeunes en particulier ont beaucoup d'angoisse à pouvoir créer leur entreprise parce que ils n'ont pas la formation nécessaire, ils ont peur de pouvoir être dans un chômage qui ne sera pas indemnisé. Donc c'est pour cette raison qu'il faut que ces mesures-là soient mises en place. Et si je suis élu, je participerai à cela, bien sûr. Bertrand Barraud, peut-être une réaction ? Oui, j'écoute Monsieur Prononce, qui ne sait plus trop où il habite, et maintenant donc il s'est trouvé un nouveau père, Monsieur Baquet. Je crois que tout ça, on l'a bien compris, c'est de l'opportunisme et uniquement de l'opportunisme. Pour revenir au sujet, je crois qu'il y a trois leviers principaux. Le premier, vous l'avez dit, c'est relancer la consommation. Donc ça veut dire diminuer les impôts, augmenter le pouvoir d'achat des Français, en augmentant aussi les petites retraites et en rétablissant les heures supplémentaires défiscalisées. Cela avait permis de 2007 à 2012 à plus de 10 millions de Français d'avoir un petit plus chaque mois, de pouvoir offrir à leurs enfants, leurs petits-enfants, mesure de Nicolas par exemple. Sarkozy, abrogée après mais par que voulait remettre par aussi François d'autres élus depuis, puisque c'est aussi, je crois d'ailleurs, une proposition qui est faite par Monsieur Macron. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est de baisser le coût du travail en diminuant les charges, en sortant des 35 heures et en modernisant le dialogue social, en simplifiant les normes notamment. Juste une réaction de Michel Fanger sur la défiscalisation. Tout à fait. Voilà une mesure de bon sens. Il est évident qu'elle est reprise par Emmanuel Macron parce que, effectivement, ça va dans l'intérêt général. Bien, dès l'instant où on réunit des gens qui ont de sensibilités différentes dans l'intérêt général, on prend les mesures qui sont bonnes aussi bien de gauche qu'à droite, je veux dire. Donc ça, c'est une bonne illustration de ce système qui, trop clivé, faisait qu'on prenait des mesures plutôt idéologiques parce qu'on était à droite ou d'autres parce qu'on était à gauche. Et c'est le cas de cette mesure. Lorsque François Hollande est arrivé, il l'a supprimée. Bien. Et je crois que ça montre bien l'évolution qui est celle actuellement de notre démocratie. Catherine Mollet, pour la France Insoumise, sortir des 35 heures. Alors, non, on n'a jamais créé autant de richesses en France, et dans le monde d'ailleurs. Je veux dire, puisque les dividendes ont augmenté de 25% juste sur l'année dernière. Quand j'entends ces messieurs me parler de la baisse des impôts, de la baisse des cotisations, de la baisse des charges patronales, toutes ces choses-là, je veux dire, c'est juste inconséquent. Si nous sommes sortis de la crise en France
comme nous nous en sommes sortis en 2009, c'est parce que nous avions cette protection sociale. Et tout ce qui nous propose de supprimer, c'est cette protection sociale. Si on diminue les charges, on les charge, ce ne sont pas des charges, ce sont du salaire différé, ce sont des cotisations sociales. C'est elles qui permettent de financer la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est pas seulement la caisse d'assurance primaire d'assurance maladie, ce sont les retraites, c'est la caisse d'allocation familiale, c'est les accidents du travail. Si nous baissons les cotisations sociales, les gens vont se retrouver dans la situation comme aux États-Unis par exemple, où tout deviendra privé. Mais je pense que autour de nous, tous ces gens qui sont là ne souhaitent que ça. C'est-à-dire que toutes les politiques qui ont été menées depuis 30 ans nous ont amenés dans ces situations où les gens ne peuvent plus soigner, où on est dans des situations de précarité terrible et on a 9 millions de pauvres en France. Comment peut-on encore croire que le fait de diminuer les charges, d'aller vers le privé, va rendre les gens, va créer de l'emploi? Non, bien sûr que non. Il faut un plan de relance. Il faut au contraire baisser le temps de travail et augmenter les salaires. Sylvia Povarunas, pour le Front National, sur la question de la protection sociale. On n'est pas vraiment les fans de protection. On est plutôt fans de donner un outil que les gens ils arrivent de se débrouiller tout seuls. Dans le sens, on vous protège pas, on vous donne les moyens de se développer vous-même, que vous créez votre propre activité. Alors, on est plutôt pour soutenir l'éducation, pour introduire les alternances dans l'artisanat et dans les entreprises, pour que l'apprentissage commence beaucoup plus tôt dans le métier. Et on est plus pour inciter les gens qu'ils créent leurs propres activités, qu'ils comptent sur le gouvernement. Tout simplement, je pense que c'est logique de donner aux gens, aux citoyens, un peu plus de responsabilité de leur vie, au lieu de tout simplement protéger sans arrêt et guider. Je pense que les gens ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes s'ils leur donnent les moyens, en réduisant par exemple les charges sociales, en facilitant les démarches administratives, en baissant un peu la fiscalité, en incitant à créer leur propre activité. Les Français sont assistés, trop assistés. Je pense, oui. Quelqu'un partage cet avis? Oui, certainement, elle a bien parlé d'ailleurs, mais je voudrais réagir au propos de notre candidate de la France Insoumise. Je comprends tout ça. La pauvreté, je connais. Je connais parce que je m'y attelé moi-même dans le milieu associatif, avant d'arriver à la vie publique. Mais c'est l'activité qui crée la richesse. Bien sûr. La sécurité sociale, les retraites, c'est créé par la richesse qu'on crée. Bien sûr. Et pour créer cette richesse, il faut permettre aux entreprises, PME, PMI, c'est le moteur de tout ça. Bien. Il faut leur permettre d'embaucher. Ce sont les gens qui consomment. Ce sont les gens qui consomment. Oui, mais la consommation dépend, effectivement, c'est quelque chose qui est cohérent, si vous voulez. Il faut de l'activité, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer de la consommation, ça permet de financer la sécurité sociale, ça permet de financer les retraites. C'est quelque chose qui... Comment vous que ça ne fonctionne pas, ce que vous préconisez depuis à peu près 30 ou 40 ans? Mais moi, je préconise rien. Ça ne fonctionne pas. Madame, j'arrive j'ai toujours défendu, toujours la même démarche. Bien. Et je parle de François Bayrou, mais je suis candidat d'abord de la République En Marche. Mais il est clair que trop longtemps, ce système très clivé, très idéologique, à laquelle vous appartenez d'ailleurs, a fait qu'on n'a pas réformé ce pays, comme l'ont fait les Allemands au début des années 2000. Nous étions devant les Allemands. Et maintenant, nous sommes loin derrière. Bien, il faut le constater. Donc ça signifie qu'il faut porter des réformes. Mais des réformes pas contre les gens, pas contre les travailleurs. Ça, c'est faux. Si on veut aider les travailleurs, il faut leur permettre de travailler. Combien il y a de travailleurs pauvres, Monsieur Fangler, en Allemagne? Mais je sais, vous avez dit le chiffre. Mais en Allemagne. Non, j'ai pas donné mais le chiffre. certainement, mais... Combien il y a de travailleurs pauvres en Allemagne, le taux de Monsieur chômage Fangler? en Allemagne Combien est d'emplois extrêmement bas, précaires? alors qu'en Europe, nous sommes les mauvais élèves. Donc il y a bien des choses à faire. On ne va pas continuer à redire et à proposer des mesures totalement idéologiques dont on sait qu'elles ne marchent pas. Alors moi, Ce qui marche, c'est l'activité. Et pour créer cette activité, il faut réformer. Il ne faut pas réformer contre les travailleurs. Il faut réformer dans leur intérêt. Il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées par notre président de la République, qui vont dans le bon sens et qui sont partagées par des gens qui ont des sensibilités différentes. C'est ça qui est nouveau. C'est la révolution actuelle. C'est ça. Voilà. Nous vivons un moment historique. Hervé Prononce, il faut sortir des idéologies?
Oui, je suis assez d'accord avec Michel Fanger quand il explique effectivement que c'est l'économie qui crée en fait la richesse et qui crée le travail. Mais j'ai noté aussi dans le discours de Michel Fanger, que je connais depuis longtemps, le fait de dire « j'arrive ». Et c'est vrai que Michel Fanger arrive sur cette circonscription alors que depuis 30 ans, il a une histoire qui est dans la première circonscription. Et qu'il le veuille ou non, c'est le parachuté de dernière minute. Il a 3 semaines pour faire campagne aujourd'hui. Et c'est vrai que pour déployer un argumentaire, pour expliquer, on l'a vu tout à l'heure avec quelles difficultés Michel Fanger expliquait qu'il était oui, un petit peu de Clermont, qu'il avait peut-être des clients sur Issoire, mais en réalité, si vous voulez, on le sait tous. Aujourd'hui, donc, Michel Fanger est le candidat du MoDem. Vendredi dernier, donc, François Bayrou s'est roulé par terre pour obtenir de nouvelles circonscriptions. Et aujourd'hui, donc, Michel Fanger est arrivé sur cette circonscription avec l'indécence, en plus, de proposer à Madame Thomas, qui était candidate sur la 1, de glisser sur la 4. Et donc, on a eu la surprise de voir arriver Michel Fanger. Restons sur la thématique de l'emploi. Pardon. Restons sur la thématique de l'emploi. On est hors jeu, on est hors sujet. Très bien. Non, on est en Alors, plein. je vais Et en plus, on est à la fin de ce premier débat, donc on va conclure assez rapidement. Je suis désolée. Allez-y, rapidement. Quand Hervé prononce dit Et que après, je suis Monsieur Barraud. parachuté, ce serait mon premier saut en parachute. Ça, bien sûr, bon, je n'en ai jamais fait de ma vie. Et quand je dis que je suis en difficulté, mais pas du tout. Hein, quand je dis que je suis depuis 20 ans dans cette circonscription où je travaille, c'est vrai que cette circonscription a un nord, elle a un sud, elle a un centre qui est plutôt autour d'Issoire, mais tous ces gens participent de cette circonscription. Et encore une fois, Hervé, on n'est pas dans une situation, on n'est pas dans une élection locale, on n'est pas dans une élection municipale, on n'est pas dans une élection cantonale, on est dans une élection nationale. Allez. Et lorsqu'on sera élu, Un dernier bien, mot nous sur serons députés un dernier du mot sur Puy-de-Dôme. l'emploi. Bertrand Barraud, puis Sylvie Maisonnet. Oui, écoutez, excusez-moi quand même, j'ai honte, cette tambouille politique du côté d'En Marche entre un candidat qui marche, c'est exact, un candidat qui marche comme un crabe, qui passe de la première à la 4e circonscription, un autre qui marche en arrière. Donc franchement, les habitants de cette circonscription méritent mieux. Donc oui, il faut leur expliquer ce qu'il en est actuellement, concernant notamment sur le terrain, ce qui se passe. Moi, je travaille, je suis quelqu'un qui est sur le terrain, et donc, tout simplement, vous parlez beaucoup de M. Macron. Il est venu à Issoire à mon invitation, je lui ai fait visiter 3 entreprises, c'est symbolique. La première, Rexia, c'est le symbole de l'aéronautique. Rappelons quand même que ce territoire, c'est la capitale mondiale de l'aluminium-lithium, c'est la capitale régionale de l'aéronautique. Je lui ai fait visiter une seconde 2 jeunes de moins de 35 ans qui créent des drones. Une autre start-up, ce sont des mobylettes électriques fabriquées en France, en Auvergne et plus particulièrement à Brassac-les-Mines. Vous le savez, ce bassin, il a souffert de la fermeture du Dusselier, il a souffert de la fermeture aussi des mines, et je suis fier désormais de voir que de nouveaux emplois sont créés. C'est comme ça, il faut aider les PME, les PMI et profiter des talents qui existent chez les travailleurs de ces différentes entreprises. Et vous avez parlé beaucoup de formation. N'oubliez pas que c'est l'alternance qui reste primordiale et l'apprentissage. C'est mon métier. Je le sais, c'est pour ça que je vous le dis, madame, et je vous en remercie, parce que c'est vrai que je rencontre souvent aussi des jeunes sur mon territoire, des jeunes chaudronniers par exemple, qui sont formés sur ce territoire. Or, on a des entreprises qui recherchent, qui sont obligées d'aller chercher à l'étranger des chaudronniers, alors qu'on n'en forme pas assez ici. Et je suis très fier désormais qu'on puisse avoir un nouveau BTS, par exemple, chaudronnerie à Issoire, parce que demain, ces jeunes pourront travailler au pays. Juste un mot pour conclure, Sylvie Maisonnet. Oui, donc moi je voulais revenir sur l'emploi quand même, parce qu'il faut quand même parler des petites et moyennes entreprises pour qui il est extrêmement difficile des fois d'accéder au marché public. Donc il est important de les aider. Dans les quartiers populaires, on a des petites entreprises, des gens qui sont extrêmement impliqués, qui font un travail remarquable, qui intègrent des jeunes issus on va dire, de familles défavorisées. Il faut une priorité aux PME, aux TPE? Il faut les aider. Il faut les aider parce qu'accéder à un marché public pour une petite entreprise, c'est extrêmement compliqué. Et en général, ils se retrouvent, il y a un gros groupe qui répond et qui sous-traite avec eux à 20% en dessous. Donc c'est inadmissible. Et on oublie aussi tout de suite de parler Je forme des futurs chefs d'entreprise au développement commercial. Ce sont des personnes qui ont d'excellentes idées. Personne ne leur prête d'argent. Nous proposons de créer un pôle public bancaire. Le seul moyen de relancer le carnet de commandes, c'est d'augmenter les salaires. Augmentons les salaires et les gens iront forcément consommer. Et en plus, ils pourront payer des cotisations sociales supplémentaires. Plus les gens sont en emploi, plus on aura de cotisations sociales. Allez, je suis désolée, c'est terminé pour ce... Je suis J'avais désolée, mais important. le temps tourne, file même. C'est la fin de ce premier débat. On passe tout de suite au deuxième débat consacré à la santé.
Allez, c'est le jeu. La santé, cette question, quelle priorité pour la santé? On regarde tout de suite les réactions des administrés de cette circonscription. Il faudrait plus de médecins de campagne, oui. Au moins 2-3 par village, ça serait bien, oui. Les soins doivent être accessibles un petit peu à tout le monde, et notamment dans les communes qui sont plus rurales que la ville, quoi, en fait. Les hôpitaux, proximité, les services, aussi bien les pharmacies et autres, tous ces services-là, quoi. Aussi bien les kinés, dentistes, qui sont de moins en moins nombreux, je dirais, dans nos communes. Pour moi, ce qui est important, c'est la proximité. C'est que les services de santé soient proches des personnes âgées et des personnes qui sont dans le besoin. Je suis dans un petit village de 1000 habitants, donc je suis obligée de venir soit sur Vermenton, et pour les spécialistes sur Cournon ou sur Clermont, mais c'est saturé aussi. Dans les zones rurales, oui, ça serait bien qu'il y ait plus de médecins. Moi, j'aime bien, par exemple, au Martre de Verre, il y a une maison médicale où il y a plusieurs médecins concentrés, il y a l'infirmière aussi. Les pôles santé, je trouve que ça serait pas mal. Et vous, mesdames, messieurs, que mettrez-vous en place en matière de santé? Sylvie Maisonnet, on vient de l'entendre à l'instant, la proximité, la lutte contre les déserts médicaux, c'est une priorité, c'est une attente en tout cas très forte de vos électeurs. Quelles mesures défendrez-vous sur ce sujet? Alors déjà, j'ai entendu, effectivement, on a parlé des zones rurales, mais je parle aussi des zones urbaines. Donc sur les zones sensibles urbaines, on a aussi une pénurie de médecins, on a une pénurie de spécialistes et d'accessibilité à ces soins. Comment on lutte contre cette pénurie? Donc déjà, on l'a entendu, chaque citoyen veut pouvoir accéder aux soins rapidement, veut pouvoir avoir un rendez-vous chez un spécialiste rapidement. Donc la formation des médecins, je rappelle que c'est l'État qui la finance, et je pense qu'on pourrait exiger des contreparties. Des contreparties au niveau de l'installation. De même, on pourrait, pour les enfants issus de familles défavorisées, qui ne peuvent pas se payer des études de médecine, il y a déjà des expérimentations sur Clermont qui sont en train de se mettre en place, les aider à financer leurs études, moyennant des contreparties également. Et puis, l'impact pourrait être aussi d'avoir des médecins de proximité, même le week-end, désengorger un peu les urgences, parce que je n'oublie pas les grosses difficultés qu'il peut y avoir au niveau de l'hôpital et la tension permanente qu'ont tous les personnels hospitaliers, et on ne peut qu'admirer le travail qu'ils font au quotidien. Donc, quand on parle d'inciter à s'installer des médecins sur les territoires, c'est aussi avoir des territoires qui soient dynamiques, qui soient attractifs, parce que je peux comprendre qu'un médecin qui veut s'installer avec sa famille, il a besoin d'avoir les services sur place, il a besoin d'avoir du numérique, il a besoin d'avoir une vie associative riche qui fédère les territoires, entre autres. Et j'oublie pas, et on n'a pas pu en parler tout à l'heure, on n'a pas parlé des agriculteurs, mais les aider à s'installer sur les territoires et permettre de continuer d'y vivre, c'est créer une dynamique sur nos territoires et là aussi être incitatif pour l'installation des médecins. Donc moi c'est très clair, on paye la formation des médecins, on est en droit de demander une contrepartie. Michel Fanger, les contreparties. Alors en domaine de santé, je pense que ne pas être parachuté, en particulier sur cette circonscription. Enfin moi je l'espère. Bien. Moi ça, je c'est dis pour la petite phrase. Non, mais sur la petite phrase, c'est pour la réalité. Arrêtons de chipoter sur canton ceci, canton est, canton sud. Non. La santé, ça concerne tout le monde. Et cette circonscription en particulier. Je suis vice-président de la commission santé au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous travaillons beaucoup sur les déserts médicaux. Et je sais que dans le sud de cette circonscription, il y a des difficultés. Et une initiative de cette nature serait sans doute pas la solution, mais une des solutions. Et si je suis élu, j'y travaille à double titre de député, mais également de conseiller régional. Ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui me concerne, j'ai agi sur le terrain. Bon, j'ai une maison médicale qui va être inaugurée le 22 juin prochain sur un territoire périurbain qui avait une démographie médicale quasiment nulle. On va rassembler des spécialistes, des généralistes, des dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmières, des podologues, bref, bien sûr qu'on a ça. J'ai agi sur le terrain. Bon. Et de ce point de vue-là, ce type d'équipement permettra, dans les zones rurales, mais aussi périurbaines, parce que ça ne concerne pas que le milieu rural, de permettre à des médecins de se retrouver. Mais le problème de fond, il est là. Il n'est pas là actuellement. Le problème de fond, c'est que depuis 30 ans, il y avait un numerus clausus qui barrait littéralement la formation de nos jeunes
dans cette accession à la profession médicale. Ceux qui ont gouverné à l'époque, je suis désolé, mais ils n'avaient pas en perspective la démographie. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, eh bien, remarquez qu'on importe, entre guillemets, des médecins de l'étranger, c'est pas quand même la meilleure solution. Alors, le numérus de dessert, on forme de plus en plus maintenant de médecins, mais il faut 10 ans pour former un médecin. Et je peux vous dire que nos internes actuellement dans les hôpitaux sont de très très bon niveau, ils m'étonnent tous les jours. Autour de moi, je vous assure. Bien. Sylvia, donc, pardon, il faudra du temps. Mais il y a des solutions intermédiaires, dont celle-là, parce qu'il faut permettre aux médecins actuellement d'exercer leur profession dans de meilleures conditions qu'elles ne le sont aujourd'hui. On ne parle pas des hôpitaux, on pourrait. Oui, mais le temps tourne, comme d'habitude. Sylvia Povarenas, sur la fin du numerus clausus, c'est une solution ? Oui, je pense tout simplement qu'il faut plus de médecins et plus de facilité pour l'installer, mais on peut demander aussi en contrepartie, ça veut dire par exemple à la fin d'internat imposer les internats dans les zones rurales, aux zones désertiques, tout simplement qu'ils s'approchent de ces futurs clients, qu'ils voient comment ça se passe, pour éviter peut-être cette facilité de s'installer dans un endroit qui sont bien prisés. Je pense que c'est une solution comme ça. Ouais. Hervé Prononce, pour lutter contre la proximité, ça passe par quoi ? Je partirais d'un constat simple. Moi, en tant que maire, il y a pardon. quelques années, des habitants du Sandre et d'autres communes aux alentours m'avaient simplement exposé un problème. Nous n'avons pas assez, par exemple, de médecins ophtalmologistes. Donc nous sommes partis de ce constat et avec un pharmacien, avec d'autres médecins, nous avons monté une maison de santé au Sandre. Et aujourd'hui, on a donc au rez-de-chaussée la pharmacie et dans les étages, eh bien, il y a plusieurs médecins. C'est un peu ce que fait Michel Fanger, puisqu'il nous l'a dit tout à l'heure. Je crois que vous ouvrez une maison à la Gautière, dans les quartiers nord, dans votre circonscription, la une, dans laquelle vous avez été, oui, dans les quartiers nord de Clermont. Donc effectivement, il faut mettre en place et favoriser l'installation justement de ces maisons de santé dans le monde rural aussi, parce que quand je me déplace, j'étais à Moissat il y a quelques jours, j'étais à Sauxillange encore la semaine dernière, et bien il y a un besoin aussi très fort de médecins dans ce secteur. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec les uns et les autres, il faut que le numerus clausus soit augmenté pour qu'on puisse justement avoir de médecins. Et Sylvie Maisonnet le disait, elle a raison, il faut aussi qu'il y ait des obligations vis-à-vis de ces médecins qui ne s'installent pas uniquement dans l'urbain, mais aillent aussi, puisque c'est l'État qui paye les études, aillent dans le monde rural. Oui, pardon, Sylvie Maisonnet, une réaction rapide ? Vous parlez de la maison de santé. Nous, sur le secteur de Saint-Jacques, pas très loin du CHU d'ailleurs, une maison de santé est en train d'essayer de s'implanter et nous avons toutes les peines du monde à pouvoir trouver des médecins qui veuillent venir s'installer, alors que nous sommes en milieu urbain. Donc à un moment donné, il va bien falloir poser des contraintes et puis exiger des contreparties. Bertrand Barrault, comment attirer les médecins ? Oui, vous l'avez dit, la difficulté elle n'est pas que dans les zones rurales. En haut du viaduc Saint-Jacques, c'est vrai que nous avons toutes les peines à trouver des médecins et c'est vrai dans beaucoup de territoires. Donc pour les faire venir, c'est vrai que vous l'avez dit, le numerus clausus, c'est aussi des différentes mesures fiscales pour les inciter. C'est peut-être aussi simplement des choses simples, parfois une secrétaire qu'ils peuvent utiliser, mutualiser. C'est aussi quelque chose qui me semble important, c'est de faire un vrai constat. Est-il normal aussi qu'une habitante de Bellières mette une demi-heure en voiture pour aller chez son généraliste ? Est-il normal que l'espérance de vie d'un ouvrier soit inférieure de 6 ans à celle d'un cadre ? C'est, vous l'avez dit aussi, hier un habitant, M. Roche, rencontré à Aubière, qui, pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, doit attendre 1 an. C'est aussi une personne un peu plus âgée, rencontrée à la pharmacie, qui a vu plusieurs personnes à la CMU et qui derrière me disait, écoutez, j'ai cotisé avec mon mari artisan à la retraite pendant des années et malheureusement, désormais, je n'ai plus la capacité financière à assumer mes frais dentaires. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, en 2017, ce n'est pas acceptable. Donc, à partir du moment où on a fait ce diagnostic qui est sévère, je crois, pour la santé, il faut y apporter les solutions. Vous les avez énoncées les uns et les autres, je ne vais pas y revenir. Il y en a une peut-être complémentaire, c'est quand même la télémédecine d'ailleurs. Je pense qu'il fait écho. Je crois qu'il faut en parler de la télémédecine et aussi la prévention. Je crois qu'il est nécessaire désormais que, notamment pour toutes les maladies qui sont liées à des facteurs de risque bien connus, le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité, l'obésité, il faut des consultations de prévention tous les 2 ans et pas uniquement pour les salariés, mais aussi pour celles et ceux qui sont indépendants, pour celles et ceux qui ne travaillent
travaille pas. La prévention, pardon, vous avez dit, la télémédecine, c'est extraordinaire. Oui, on déshumanise absolument tout. On parlait de l'emploi tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens dans nos campagnes ont énormément de mal à s'inscrire sur Internet parce qu'ils n'ont pas l'informatique, parce que les réseaux sont mauvais, etc. Et on veut les faire soigner par Internet. Et donc, comment faire pour assurer l'accès aux soins pour tous? Je veux dire, aujourd'hui, il y a 3 personnes sur 10 qui n'ont pas accès aux soins, qui refusent de se soigner par manque de moyens. Dans un territoire français qui est l'Alsace-Moselle, la sécurité sociale est à 100%. Le numerus clausus, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, bien sûr qu'il faut plus de médecins et qu'il faut leur donner les moyens de se former. Mais pourquoi est-ce qu'en Alsace-Moselle, ce système de sécurité sociale est excédentaire? Ça fonctionne bien et pas chez nous. Donc il faut généraliser. Et pas dans le reste. Mais bien sûr, il faut généraliser la sécurité sociale pour que les gens ils aient un remboursement à 100% de tous les soins prescrits, y compris les dents, les lunettes. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement facile. C'est juste une histoire de volonté. Aujourd'hui, non, on préfère la privatisation rampante et puis donner l'argent aux laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Merci. Voilà pour ces propositions, ces quelques propositions. Je sais qu'il y a encore beaucoup à dire en matière de santé, mais on va poursuivre cette émission avec les questions d'actualité. Et on regarde ensemble la photo de la semaine, celle d'Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il a constitué son gouvernement mercredi dernier. On en parle tout de suite. Pour ça, Jean-Yves Vif nous a rejoint. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Je vous laisse la parole avec nos invités pour commenter cette actualité politique. Alors après le sans faute d'Emmanuel Macron, le président de la République, le quasi sans faute depuis 15 jours, pour Édouard Philippe, nous ne sommes pas loin du sans faute. Bertrand Barraud, qu'est-ce que vous pensez de ce membre du parti Les Républicains, la même formation que vous? Il vient juste d'être mis en congé. Comment vous jugez ses premiers pas? Écoutez, ce n'est pas un problème de personne. Il y a dans ce gouvernement des gens que je connais, des gens que j'apprécie. Je pense par exemple à Laura Flessel, qui est une amie d'Issoire. Il y a un gymnase qui porte son nom à Issoire et qui sera demain une très bonne ministre des Sports. Mais au-delà des personnes, c'est savoir demain comment la politique qui va être menée par un futur gouvernement va être inclinée. Soit, et vraiment dans ce cas-là, les élections législatives qui arrivent sont prépondérantes. Soit les Françaises et les Français votent pour des candidats de gauche décrédibilisés ou des opportunistes du côté d'En Marche, ou ils choisissent. Et dans ce cas-là, on repartira sur 5 années de hollandisme. Je vous parle de la composition du gouvernement en dehors de Laura Flessel que vous connaissez. Oui. Vous la jugez comme un gouvernement d'ouverture qui peut répondre à certaines de vos préoccupations? Ce qui compte surtout désormais, c'est au-delà des personnes, je vous le répète, c'est vers quoi va infléchir et quel va être le programme de ce gouvernement. Si demain on a une majorité de gauche, nous le savons, nous allons repartir sur 5 années de hollandisme. Si à l'inverse on fait confiance aux députés de la droite et du centre, du rassemblement de la droite et du centre, demain on aura les vraies réformes nécessaires pour ce pays, une vraie alternance avec des députés courageux, et je suis persuadé que dans ce cas-là, on pourrait travailler avec beaucoup de personnes au-delà même des Républicains. En un mot, vous restez fidèle à la ligne des Républicains et vous souhaitez que votre formation, les Républicains, ait le maximum de députés pour peser. La fidélité et la loyauté sont sûrement une de mes qualités prépondérantes. Madame Mollet, ce gouvernement, il vous attire à première vue, quel commentaire? Est-ce que c'est la France d'en haut? Ah, ça, c'est certain. C'est certain. Il m'inspire le fait qu'aujourd'hui, les choses, je remercie M. Macron, aujourd'hui, les choses sont claires. La seule force de gauche et d'opposition capable de gagner ces législatives, c'est la France insoumise. Bien, mais le gouvernement, vous ne voyez pas que dans un appel à une forme de pluralisme, celle qu'en d'autres temps vous défendez, à des ministres et des secrétaires d'État, techniciens, il y a un renouveau? Non, c'est pas le renouveau que vous souhaitez. Ah, c'est surtout, non, ça c'est certain. Mais non, je pense que voilà, ça a eu l'avantage de clarifier les choses pour tous les Français. Pour vous, les choses sont claires. Sylvie Méjonnet, quand on est membre du PS, on se dit ce gouvernement, il penche un peu à droite? Il penche à droite, oui, tout à fait. Il penche complètement à droite, à votre grand désespoir. Je pense, et je ne suis pas complètement forcément d'accord avec vous, on peut être de gauche, et je crois que les citoyens aujourd'hui, ils attendent qu'on construise. Et par rapport à ça, être nombreux de gauche au sein de l'Assemblée nationale permettra de construire, mais surtout avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'exigence.
pour défendre les acquis sociaux et défendre les intérêts des citoyens des territoires. Vous avez un minimum de confiance ou vous êtes plutôt critique après la nomination de ce gouvernement? Il y a quand même des ministres issus des rangs PS, même si c'était des ministres marqués comme Gérard Collomb. Il y a Jean-Yves Le Drian qui fait la suite, qui était dans les gouvernements précédents. On va dire que certains ministres m'inquiètent plus que d'autres et que sur des thématiques importantes comme le droit des salariés, comme les acquis sociaux, je serai plus que vigilante. Michel Fanget, on a coutume de dire Macron avait besoin de la gauche pour la présidentielle, là il a besoin de la droite pour les législatives. Vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis ravi de ce qui se passe, ravi de ce gouvernement. Il ne penche ni à droite ni à gauche, il rassemble. Et c'est tout à fait la démarche qui est la nôtre depuis très longtemps. En tout cas, nous le portons depuis très longtemps et on a failli réussir en 2007. Cette fois, c'est clair. C'est une offre politique nouvelle. On convient de dire que sur le plan historique, c'est l'événement le plus important depuis le début de la Ve République. Donc moi, je suis ravi de voir des gens de sensibilités différentes. C'est l'événement le plus important Sûrement. Depuis la constitution de la Ve République des partis, l'arrivée de De Gaulle et des clivages. Alors l'arrivée de De Gaulle, l'arrivée de De Gaulle, c'est le début de la Ve République. Ensuite, l'élection du président au suffrage universel, c'est un événement majeur. Mais je veux dire que depuis, ce qui m'est apparu le plus historiquement notable, c'est le fait qu'aujourd'hui, les clivages sont dépassés. Et qu'on rassemble véritablement comme on le souhaitait depuis très longtemps. Moi, je porte ça depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'incarne aujourd'hui. Et par conséquent, je suis ravi de voir des gens qui sont issus de la droite, d'autres du centre, d'autres de la gauche, concourir ensemble pour l'intérêt général. Et c'est vrai que cette offre politique nouvelle, historiquement, est inédite. C'est fini? On passe à la suite? Non? On va voir une autre photo. Ah, on regarde d'autres photos, pardon. La deuxième photo qu'on a repérée cette semaine, c'est celle de Jacques Mézard. Un Auvergnat au gouvernement, Alors, ministre de l'Agriculture. C'est assez rare et ça mérite d'être souligné. Un grand ministère, un ministère qui intéresse nos campagnes. Alors, Jacques Mézard est un Auvergnat du sud de la région d'Aurillac, puisqu'il préside la communauté d'agglomération. Il s'est signalé au plan national en présidant le groupe au Sénat des RDCE. C'est un législateur, c'est quelqu'un qui fait un gros travail. Hervé Prononce, vous qui n'êtes pas un parachuté en agriculture, puisque vous êtes agriculteur céréalier, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? C'est plutôt une bonne chose, même si c'est quelqu'un venu des terres de l'élevage et un peu le symbole du grand pouvoir des Cantaliens dans l'agriculture. Monsieur Dufayet vient d'être élu président de la Fédération nationale bovine, beaucoup de responsables de la FNE en sont issus, mais c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Effectivement, je ne suis pas un parachuté du tout dans cette circonscription, parce que vous l'avez souligné, je suis à la fois maire d'une commune périurbaine et agriculteur. Et revenons-en à l'agriculture. Voilà, pour en revenir à l'agriculture, moi je suis très content qu'effectivement on ait un ministre issu de l'Auvergne. Alors après, c'est vrai que... Qu'est-ce que vous allez lui demander? Le premier discours, l'agriculture est en crise, les téléspectateurs le savent, ils le voient régulièrement, une crise de plus, une crise profonde, dit-on, notamment dans le secteur de l'élevage, mais également chez les céréaliers, les questions des aides européennes, de la PAC. Ce serait quoi le premier message politique à Jacques Mézard? À Jacques Mézard aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, je lui demanderais de redonner confiance aux agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui ont perdu leur dignité parce qu'ils sont stigmatisés dans une société aujourd'hui où ils ont perdu leurs repères. Et moi, mes collègues agriculteurs aujourd'hui sont malheureux parce qu'ils ont un problème de reconnaissance, ils ont surtout un problème de prix, puisque les prix qui sont payés pour les matières, le lait, les céréales, etc., ne correspondent pas du tout au coût de production. Et ils ont un deuxième problème de complexe, qui est en réalité les aides de la PAC qui sont versées aux agriculteurs. Pour eux, ça n'est pas de la dignité. Les agriculteurs, mes collègues comme moi, nous voulons vivre dignement de notre travail. Et c'est essentiellement ça que je dirais à Jacques Mézard, en lui disant, cher ministre de l'Agriculture, n'oubliez pas que dans cette circonscription de la 4e, nous avons une agriculture à la fois d'élevage et à la fois une agriculture céréalière. Il faut qu'elles travaillent ensemble. Il nous reste 2 minutes. Sylvia Povernas, un mot sur ce gouvernement et également sur ce ministre de l'Agriculture. Est-ce que finalement, ce n'est pas le problème de la ruralité qui est le vrai problème? Est-ce que ce ministère
ne devrait pas s'appeler celui des professionnels de l'agriculture et de la ruralité? Déjà, le gouvernement, c'est vraiment à la macronien. Ça veut dire que ça essaye... Qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement ça veut dire macronien? que macronien, ça veut dire qu'il essaye de donner à gauche et à droite autant, en fait, toujours, sans vraiment prononcer sur ses positions. Je le vois comme ça. Pour les ministres de l'Agriculture, je lui souhaite tout simplement bonne chance parce qu'il a un sacré défi devant lui. Et j'espère qu'il va réussir pour nous tous, hein, même si ce n'est pas vraiment mon candidat. Bertrand Barrault, vous qui connaissez bien l'agriculture par votre fonction, même question, est-ce qu'on ne devrait pas, alors on sait bien que M. Richard Ferrand est le ministre de la Cohésion des Territoires et qui va sans doute s'occuper des territoires, mais quel message vous auriez à Jacques Mézard? Tout d'abord, lui dire que l'agriculture sur notre territoire, je pense que c'est pas très représentatif avec Monsieur Prononce. On a affaire plutôt à des agriculteurs de montagne sur ce territoire qui ont de très grandes difficultés. Je crois que l'agriculture raisonnée est une solution. Je pense aussi que les circuits courts sont fondamentaux parce qu'on est plusieurs fois gagnant. C'est bien sûr en termes de développement des territoires, ça permet de conserver des paysages exceptionnels de notre belle région. Cela permet aussi de diminuer les coûts de transport et cela permet surtout d'avoir des prix qui soient des prix réels, aussi bien pour le consommateur que pour celui qui fabrique en travaillant énormément, ne l'oublions pas en ce qui concerne les agriculteurs, qui fabriquent d'excellents produits, des produits de qualité de notre territoire. On conclut ce tour de table peut-être avec Catherine Mollet. Catherine Mollet, sur ces thématiques des bons représentants pour des secteurs, pour des territoires comme les nôtres, des représentants qui portent la voix. Quel message également vous souhaiteriez faire porter à Jacques Mézard? Alors, il faut revenir à une agriculture paysanne, hein, parce que les agriculteurs sont aujourd'hui victimes de la mondialisation. Notre futur, ce gouvernement va signer le CETA et le TAFTA, et on aura sur notre territoire des produits d'une qualité... Mais l'agriculture française est exportatrice. Oui, mais sans aucun doute. Sans aucun doute aujourd'hui. Mais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture intensive tue les agriculteurs. Hein. Merci Jean-Yves, merci Madame Mollet. On va terminer cette émission avec un dernier tour de table. Vous avez la parole dans 1 minute pour convaincre. Dernier tour de table, je le disais, c'est Hervé Prononce qui commence cette fois. Hervé Prononce, pourquoi voter pour vous? Expliquez-nous, vous avez 1 minute. Je vous demande de voter pour nous, j'allais dire, c'est-à-dire Jocelyne Bouquet, qui est ma suppléante, qui est élue du Broc, du sud de cette circonscription, de voter pour nous parce que nous nous situerons dans la majorité présidentielle, parce que ce territoire, nous l'aimons, parce que c'était l'histoire avec Jocelyne Bouquet, nous le sillonnons depuis des mois, parce que du plateau de Gergovie, en passant par les quartiers de Saint-Jacques, par Romagna, par Aubière, par le canton de Vertaison, par le Val d'Allier, par Vic-le-Comte, par Issoire et par le bassin minier, par les coteaux de Saucillange et les bordures du Livradois, nous aimons ce territoire. Nous sommes attachés à cette circonscription. Je suis moi-même maire depuis plus de 20 ans, au cœur de cette circonscription. Je suis moi-même engagé dans cette démarche qui permet de dire que demain, si je suis votre député, je serai celui qui, comme à l'image de Jean-Paul Baquet hier, s'est occupé de cette circonscription, s'est occupé des élus aussi, des maires, puisque nous allons les voir depuis des mois, et nous nous occuperons à la fois des problèmes économiques, des problèmes sociaux et des problèmes au quotidien de votre circonscription. Merci Hervé Prononce. Deuxième candidate pour le Front National, Sylvia Povarounas. Je voulais dire que le 7 mai, c'était presque 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. S'ils voulaient être représentés à l'Assemblée nationale, c'est le moment de voter pour nous. Pour les candidats locaux qui connaissent votre difficulté, votre problématique, si vous voulez préserver votre identité, vos valeurs et votre mode de vie, c'est le moment de se prononcer. C'est maintenant, il ne faut pas hésiter. Si vous avez hésité au premier tour, si vous avez hésité au deuxième tour, si vous voulez être vraiment représenté, si vous ne voulez pas laisser ce pays dans les mains de l'autre parti, c'est le moment d'aller aux urnes et voter le Front National. Merci Madame Povarounas. On continue avec la candidate suivante, Catherine Mollet pour la France Insoumise. Alors moi j'ai préparé quelque chose que je vais lire parce que j'ai pas l'habitude, comme tous les gens qui sont ici, je vous en prie, mais ne perdez pas de temps. Et par respect pour mes futurs électeurs. Aux élections législatives, M. Macron veut les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre une politique sociale libérale encore plus dure que les mesures d'austérité prises par les gouvernements successifs. Ces premières mesures annoncent un choc social terrible pour nous les gens d'en bas. Il veut que les nouveaux députés lui donnent le droit de détruire le code du travail par ordonnance. Il veut aussi augmenter la CSG sur les pensions de retraite. Il abandonne les 9 millions de pauvres à leur sort.
Il accepte les accords sur le libre-échange destructeurs d'emplois avec le Canada et les États-Unis. Son quinquennat sera celui de l'irresponsabilité écologique. Une cohabitation est nécessaire. Ne donnez pas un chèque en blanc à l'extrême finance, désormais au pouvoir. Nous sommes prêts à gouverner. Notre programme L'Avenir en commun répond aux urgences écologiques et sociales de notre temps. Il veut mettre fin à la monarchie présidentielle et donner au peuple un droit de révocation des élus. C'est terminé, Madame Mollet. Merci beaucoup. Sylvie Maisonnet, le Parti socialiste, 1 minute pour convaincre. Merci. Je tiens d'abord à vous dire que j'ai toujours été de gauche et je resterai toujours fidèle à mes valeurs de gauche. Aussi, je défendrai l'éducation, la formation, la justice fiscale, le dialogue social, bien évidemment, entre autres, ainsi que la transition énergétique, entre autres, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, parce que pour moi, c'est la justice sociale avant tout. Je m'engage donc, en m'inscrivant dans le projet présidentiel, à être vigilante et exigeante. En effet, j'ai un certain nombre de réserves, notamment concernant le droit des salariés, la justice fiscale et l'autonomie des territoires. Aussi, c'est parce que je suis une femme déterminée, fidèle à mes engagements, que mon écoute des citoyens et des territoires restera, aujourd'hui comme demain, le socle de mon action politique. Donc je vous demande, dès le 11 juin prochain, de voter pour moi, pour porter la voix de notre territoire et défendre nos valeurs de gauche à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Maisonnet. 1 minute pour convaincre. Michel Fangy. Moi, je m'adresse directement aux électrices et aux électeurs de cette circonscription pour leur dire qu'on vit des moments historiques. Enfin, on arrive à transcender ces vieux clivages droite-gauche qui paralysent notre pays depuis si longtemps, avec des alternances successives qui fait qu'on détricote ce qu'ont fait les précédents et inversement. Alors, cette offre politique nouvelle, il faut la saisir. Nous avons élu un président de la République qui propose un gouvernement qui incarne parfaitement cette démarche. Donc, moi, je propose bien sûr aux électeurs et aux électrices de cette circonscription de soutenir et donner les moyens à Emmanuel Macron, bien sûr, d'appliquer ce pourquoi il a été élu. Et je pense que ce serait complètement stupide d'aller immédiatement provoquer une cohabitation à la tête de notre pays. C'est tout à fait, à mon avis, un non-sens. Alors, pour ce qui me concerne précisément, j'ai montré par mon engagement associatif, par mon engagement professionnel, par mon engagement public, que je me suis toujours préoccupé des gens sur le terrain. Et concrètement, et je continuerai à le faire, bien sûr, si je suis élu député, ils peuvent compter sur moi pour les aider dans leurs difficultés quotidiennes. C'est terminé. Et puis, un dernier mot avec vous, Bertrand Barrault, pour Les Républicains, 1 minute pour convaincre. En tant que maire d'Issoire, par mon travail et ma volonté, j'ai fait de notre sous-préfecture une ville en plein essor. C'est fort de cette expérience et de ces résultats que je souhaite mettre cette compétence au service de notre circonscription et de notre pays. Effectivement, je ne suis pas le candidat du passif socialiste. Je ne suis pas le candidat des extrêmes. Je ne suis pas le candidat du passé parachuté. Je ne suis pas le candidat qui tourne à tous les vents politiques. Je suis le candidat qu'il faut à cette circonscription. Je suis le candidat du renouveau, des promesses tenues, du dynamisme, des valeurs qu'il est urgent de défendre, l'exemplarité et le mérite, la justice et la solidarité pour faire demain de notre nation une France forte et respectée, pour préparer ce territoire à relever les défis des générations futures et en faire dès à présent une terre où il fera bon vivre et travailler. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci. Avant de se quitter, on jette un œil à la liste complète des candidats sur cette 4e circonscription. Voilà donc à l'image les 6 autres candidats sur cette 4e circonscription du Puy-de-Dôme, associés au nom du mouvement qu'ils représentent. Je vous laisse la découvrir quelques instants. Voilà. Merci à vous 6 d'avoir participé à ce premier rendez-vous sur la campagne des législatives. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, deuxième partie de Dimanche en politique avec Francis Letellier.